Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, et c'est à ce titre-là que je suis ravi de vous interroger. Alors, pas besoin de vous présenter, vous êtes aujourd'hui ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je trouve ça absolument que dans votre titre, l'Europe arrive avant les affaires étrangères. Après avoir été ministre de la Défense, vous avez eu des tas de postes, j'allais dire régionaux, en Bretagne, qui est votre terre. Vous avez été maire de Lorient, vous avez été président du Conseil régional de Bretagne, vous avez été député, j'en passe. Mais vous êtes vraiment, j'allais dire, un grand breton, pas au sens de la Grande-Bretagne, au sens de breton qui est grand, et le grand régional de l'étape sur notre journée, qui clôture ce débat, clôture notre journée. Comme vous le savez, toute la journée, il y a eu des tables rondes, des échanges sur le thème « Va-t-on vraiment réindustrialiser la France ?» Voilà. Et à ce sujet, donc, je voulais, avec vous, avoir un échange en partant de cette première question. Vous avez fait au mois de janvier, je l'ai vu, des visites sur site dans plusieurs entreprises, textiles, la pêche et d'autres. Et donc, ma première question est la suivante. À la lumière de votre expérience, j'allais dire de terrain, mais et pas uniquement de terrain, quelles sont pour vous, quelles devraient être les ambitions pour l'industrialisation et la réindustrialisation de la Bretagne ou plus largement, j'allais dire, de l'ouest de la France? C'est ma première question. Merci. Moi, je voulais d'abord vous saluer et puis vous dire que de par mon expérience et de par ce que je connais aujourd'hui, je suis convaincu que l'enjeu de la réindustrialisation ne peut pas partir de rien. On ne fait pas une réindustrialisation ex nihilo, on ne fait pas une réindustrialisation hors sol. C'est la raison pour laquelle il faut partir des territoires. On réindustrialise la France à partir des territoires. Et je vais donner l'exemple de la Bretagne parce qu'il me paraît assez significatif de ce que l'on peut faire dans l'avenir. Quand je regarde cette région qui est et qui était et qui est toujours une des premières régions industrielles de France, même si ça se sait pas, 4e ou 5e selon les classements, et qui reposait jusqu'à présent sur 4 piliers dans son histoire, à la fois d'abord le pilier agroalimentaire que l'on connaît bien, et qui est tout à fait essentiel, puisque dans cette région, environ 20% des emplois sont liés d'une manière ou d'une autre à l'agroalimentaire. Il y avait l'électronique, en raison en particulier de l'implantation qui avait été faite à Lannion d'outils électroniques, d'industrie électronique majeure, plus le bassin rennais qui est tout à fait dimensionné à cette donne numérique historique. Il y a l'enjeu maritime, qui est une tradition forte, y compris dans la construction navale civile et militaire, plus l'enjeu maritime lié à l'ensemble lié à la pêche. Et puis, vous avez toujours l'enjeu automobile, singulièrement à partir du bassin rennais. Quand je dis qu'on ne peut réindustrialiser qu'en partant du territoire, qu'en partant des réalités existantes, c'est bien autour de ces 4 piliers-là que peut se réindustrialiser la Bretagne par l'innovation et par la création à partir du savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est réel dans la mesure où une des forces de cette région, c'est l'importance et la qualité de son outil de formation à tous les niveaux, depuis les écoles d'ingénieurs jusqu'au centre de formation des apprentis. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on constate? On constate par exemple que le pôle électronique est en train de se transformer en un pôle cybersécurité, cyberdéfense, qui est un chemin d'industrialisation innovante considérable et qui aboutit au fait que sur Rennes, sur Lannion aussi un peu moins, mais sur Brest, sur le sud-Bretagne, se développe un réseau de ces industries du futur qui sont organisées à partir de l'existant, mais qui explosent à partir de l'existant. On peut avoir la même comparaison dans le domaine maritime. C'est à partir de l'existant de la construction navale civile et militaire qu'aujourd'hui, on crée des activités autour de l'éolien offshore, en particulier autour des hydroliennes. Et c'est à partir de la course au large
et des activités nautiques qu'aujourd'hui on développe, par exemple, les matériaux composites qui sont aussi utilisés dans l'aviation et y compris dans le spatial et qui permettent, à partir de ce réseau existant, à partir de cette culture, de cet humus existant, se projeter vers l'avenir dans des technologies nouvelles et donc dans des industries nouvelles. Et dans d'autres domaines, cela se passe ainsi. J'ai un exemple, puisque vous faisiez référence à mes itinérances récentes dans ma région, quand dans une industrie qui fabriquait des couches-culottes se transforme en une industrie qui fabrique des masques, eh bien, on part de l'existant et on se projette vers l'avenir. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et pour que cet enjeu se poursuive, se développe, il faut partir des territoires et avoir une réindustrialisation concrète et non pas une industrialisation théorique, une réindustrialisation théorique. C'est ça l'enjeu de la France de maintenant et c'est pourquoi les territoires doivent être au premier rang dans cette grande perspective de réindustrialisation du pays. Merci. Je vais embrayer d'ailleurs sur un point que vous avez déjà évoqué, mais et qui, au-delà, la réponse peut être bretonne, mais je veux dire, la question que je pose, elle est évidemment beaucoup plus large. Aujourd'hui, il y a un débat sur les relocalisations à la lumière au fond du Covid. Alors, on pense à la filière santé, mais il y a d'autres priorités pour le gouvernement qui, au-delà de la santé, vous avez parlé de l'électronique, la 5G, l'agroalimentaire. Donc, ma question est la suivante. Le débat qui s'est amorcé depuis quelques mois, c'est est-ce qu'il faut chercher à relocaliser, c'est-à-dire à faire revenir des entreprises qui sont parties en Chine, en Inde, dans d'autres pays émergents, ou est-ce que la problématique, qui me semble que vous avez déjà dessinée, mais j'aimerais bien que vous y reveniez, n'est pas plutôt celle de la localisation de nouvelles activités, donc quelque chose de plus offensif et de moins défensif, localisation de nouvelles activités organisées autour, j'allais dire, de l'innovation, des talents, etc. C'est le débat relocalisation ou localisation sur lequel j'aimerais avoir votre réaction. Je pense que la capacité de création qui existe dans les différentes filières et dans les différents réseaux est tout à fait majeure et que le plan de relance qui a dû être exposé au cours de ces journées par Agnès Pannier-Runacher permet, en développant les appels d'offres, les appels à candidature, les appels à projets autour du numérique, autour de la transition écologique, autour de la décarbonisation, doit permettre ce redressement industriel que chacun attend. Ce n'est pas en prenant des mesures drastiques de retour des industries sur le territoire national qu'on aboutira, même s'il est souhaitable qu'on puisse le faire, c'est en permettant à la capacité d'innovation qui existe dans les territoires d'acquérir de nouvelles positions et par la suite d'acquérir de nouveaux marchés. C'est comme ça que je vois les choses. Et le plan de relance, pour cela, peut être extrêmement performant parce qu'il intègre cette donnée. Il intègre à la fois l'enjeu de la cohésion sociale, je pense en particulier à l'enjeu de la formation, l'enjeu de la transition écologique qui est majeur pour la réindustrialisation et l'enjeu de la compétitivité. Tous les appels à projets sont organisés en ce sens et ils se basent sur les territoires qui sont l'humus de base de la réindustrialisation qui ne pourra pas venir d'en haut, qui ne pourra pas être décrété, mais qui se fera par les forces et la capacité d'action des acteurs sur le terrain. Je vous pose une troisième question. Vous avez évoqué la question de la pêche tout à l'heure, et c'est un sujet que vous connaissez parfaitement, compte tenu de votre tropisme breton et l'orientais, si je puis dire. Est-ce qu'on peut être totalement rassuré pour le secteur halieutique, le secteur de la pêche et tout ce qui tourne autour? Est-ce qu'on peut être totalement rassuré par l'accord de décembre sur le Brexit et les perspectives de relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à 27? Est-ce que vous êtes totalement rassuré ou est-ce qu'il y a encore des points d'interrogation importants pour le secteur de la pêche, à votre avis? Je suis rassuré parce que la pêche n'a pas fait partie, comme on le craignait, des variables d'ajustement d'un accord. On pouvait le craindre parce que ce n'était pas un enjeu économique partagé par l'ensemble des 27. Seuls 8 pays étaient directement concernés. On pouvait le craindre aussi par la faiblesse de la pêche dans le produit intérieur brut. Et donc, on pouvait imaginer que dans les négociateurs allaient passer ce secteur par perte et profit pour aboutir à un accord. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que c'est une activité significative pour les territoires
Ça n'a pas été le cas aussi parce que c'était aussi un enjeu symbolique. Et donc, les accords qui finalement ont pu aboutir sont beaucoup plus favorables que ce que l'on craignait, puisque vous rappelez que les Britanniques voulaient que 80% des quotas puissent revenir au Royaume-Uni, alors que nous avons réussi à aboutir à un accord à 25%, que les Britanniques ne voulaient pas autoriser l'entrée sur leur zone de 6-12 000, alors qu'aujourd'hui c'est acté. Bref, il y a eu des avancées significatives qui nous permettent d'être optimistes sur le court terme. Il faut être extrêmement vigilant. Cette affaire est un combat. Et il y a une échéance en juin 2026 qu'il nous faudra respecter parce qu'à ce moment-là, la question de l'accès aux eaux britanniques, en particulier aux 6-12 000 et aussi aux eaux des îles anglo-normandes, se reposera. Il faut donc que nous soyons d'ici là extrêmement vigilants sur le respect des principes actés. Et en particulier, il faut que nous soyons vigilants sur les normes. Parce que si les normes utilisées sont différentes selon les pays qui pêchent, et en particulier si le Royaume-Uni applique des normes différentes des autres activités de pêche des autres pays, alors on sera en difficulté. Donc c'est un résultat satisfaisant, même si nous n'aurions pas souhaité que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, mais c'est un résultat qui appelle une vigilance permanente jusqu'en juin 2026 en particulier. Merci. Je vais vous poser la quatrième et dernière question en tant que ministre de l'Europe. Dans les débats actuels, il est clair que la crise du Covid, qui est loin d'être finie malheureusement, amène un peu partout, j'allais dire, un retour des États, un retour des politiques industrielles, étant entendu, et je pense que vous seriez d'accord avec moi, que quand on parle de stratégie industrielle aujourd'hui, ça va bien au-delà des 14% que l'industrie au sens strict représente dans le PIB, dans l'emploi en France. Donc, les stratégies industrielles, ça concerne aussi une grande partie des services. Et ça concerne, vous l'avez évoqué, l'agroalimentaire, donc c'est relativement large. Ma question est la suivante. Quand on est dans, au fond, la conception, la définition, la mise en œuvre de ces stratégies industrielles renforcées à la lumière de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, est-ce qu'il faut raisonner national ou européen? Je prends l'exemple des GAFA. Des GAFA françaises, allemandes, italiennes, à mon avis, ça n'a pas de sens. Chaque pays est trop petit. Il faut raisonner Europe, échelle européenne, sur pas mal de sujets. Comment est-ce que vous voyez cette division du travail sur les stratégies industrielles au sens large entre ce qui relève, au fond, d'une stratégie nationale et ce qui relève d'accords européens, de coopération européenne? Je suis assez impressionné par le fait que Thierry Breton, commissaire européen sur pas mal de ces sujets, au fond, a affirmé une ambition qu'il faut maintenant mettre en œuvre éventuellement. Enfin, j'espère au-delà de l'éventuel, j'espère que ça sera effectif. Je vous laisse la parole. On parle beaucoup maintenant d'autonomie stratégique en matière industrielle. On en parle au niveau européen, on en parle au niveau national. Dans mon esprit, les deux souverainetés se conjuguent. Parce que la force de l'Europe, c'est la force de son marché intérieur. La faiblesse de l'Europe, c'est une forme de naïveté permanente à l'égard des marchés extérieurs et à l'égard des capacités d'action d'autres acteurs industriels, parce que l'Europe a toujours privilégié le consommateur à la production autonome. Et donc, il y a aujourd'hui une inversion progressive des priorités qui veut réaffirmer la souveraineté européenne en matière industrielle, en particulier dans les domaines stratégiques. Et c'est une bonne chose, sous réserve que l'Europe puisse être leader en matière de normes. La bataille des normes est essentielle pour que les standards des produits soient identiques et qu'on n'accepte pas sur l'ensemble européen des produits concurrentiels qui ne répondent pas aux mêmes standards. La bataille des normes est essentielle, y compris d'ailleurs dans le domaine numérique que vous évoquiez tout à l'heure. Je sais que c'est une préoccupation majeure de Thierry Breton. Et par ailleurs, il faut, sur les technologies du futur, je pense aux batteries, je pense à la microélectronique, je pense à l'intelligence artificielle, je pense au processus quantique. Tout cela doit faire l'objet d'investissements publics et privés de l'Union européenne pour avoir une Europe d'avance sur les grands enjeux industriels du futur. Et c'est ce que l'on retrouve dans le
le dispositif de relance qui a été mis en place au niveau européen, puisque les plans de relance de chacun des pays sont bien sûr articulés avec le plan de relance européen. Donc nous sommes en train de conjuguer l'accès à la souveraineté stratégique industrielle de notre pays avec l'accès à la souveraineté stratégique industrielle de l'Union européenne. C'est le même combat à condition de bien articuler les filières et de respecter les territoires. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, et bonne soirée. Merci.